Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 18 je crois, si mes calculs sont bons. Salut Adrien, comment ça va? Salut Thomas, ouais, épisode 18, déjà, ça passe. Ça passe super vite. Comme d'habitude, Pop News, qu'est-ce que c'est? C'est le récap hebdomadaire désormais de l'actualité pop culturelle, cinéma, jeux vidéo, séries. On vous a concocté un petit conducteur pas piqué des hannetons cette semaine, notamment les brèves, avec du Pirates des Caraïbes, de la Switch 2, du Astérix, du One Piece, le point box-office d'Adrien. Comme d'habitude, le gros sujet de la semaine, on va parler des notes potentiellement truquées chez Allociné, mais aussi chez Rotten Tomatoes. Et puis ensuite, ce sera le radar des sorties. Et nos recos, on va parler jeux vidéo, mais aussi séries. Pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Comme d'habitude, on vous rappelle les petites étoiles sur vos plateformes habituelles d'abonnement au podcast, c'est super important. Le bouche à oreille, bien sûr. Les petits follow sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram et j'en passe. J'en ai oublié, je suis sur Twitch. Twitch, oui, on est dessus. Live tous les lundis à 20h30. Venez nous rejoindre, bien entendu. Et bonjour à ceux qui sont dans le chat déjà. Allez, c'est parti. Pour les brèves, je te propose, Adrien, de commencer avec Pirates des Caraïbes 6, potentiellement. Exactement, Pirates des Caraïbes 6. Alors, on a des infos par Craig Mazin. Craig Mazin, qui est responsable des séries Tchernobyl et The Last of Us plus récemment, qui lui travaille donc actuellement sur la saison 2 de The Last of Us, mais aussi apparemment sur un Pirates des Caraïbes 6. Et donc, il a déclaré dans une interview, on l'a pitché en se disant qu'il ne l'accepterait jamais, en parlant de Disney, parce que c'était trop bizarre, mais les producteurs l'ont fait. Bon, voilà, on n'en sait pas trop sur l'intrigue de ce prochain volet, mais Mazin le décrit comme si étrange qu'il a été surpris que tout soit accepté. Et il affirme même que le script de Pirates des Caraïbes 6 est si bizarre que l'avenir de Johnny Depp en tant que Jack Sparrow est incertain. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a très hâte d'en savoir plus d'ici quelques mois. Ok, bon, sachant qu'on rappelle qu'il y a aussi un autre projet de spin-off avec Margot Robbie, mais celui-ci, il est plutôt en attente. En tout cas, c'est ce que nous disait Margot Robbie il y a quelques temps. Ouais. Déjà, a priori, c'est plutôt celui-ci qui serait prioritaire chez Disney. Voilà pour cette news Pirates des Caraïbes. On va parler un petit peu House of the Dragon. Alors les gens qui ont vraiment très peur des spoilers, revenez dans 30 secondes, puisqu'on a quelques informations qui nous viennent du tournage, puisque vous savez qu'il y a énormément d'observateurs des tournages en extérieur des séries Game of Thrones et donc de House of the Dragon. Il se trouve que dans le Surrey, outre-Manche, se déroule le tournage de House of the Dragon saison 2, puisqu'il n'est pas arrêté, et on voit un certain nombre d'images qui sortent de tout ça, notamment des images de bataille et de décombres et de cadavres fumants. Bon, pour les gens qui ont lu le bouquin, ça devrait vous parler. Voilà, on va pas donner plus d'informations que ça puisque l'objectif c'est pas de spoiler, mais en tout cas ça arrive, et ça arrive a priori pour 2024 et ça va se batailler sévère. A priori cette grosse bataille devrait se situer dans l'épisode 4 la saison 2. Très précis. Okay. Moi j'ai pas lu les bouquins, c'est toi qui les as lus, t'as hâte de découvrir cette bataille? Ah non, mais j'ai super hâte parce que on a vraiment que gratté la surface en fait de feu et sang dans la saison 1, et House of the Dragon saison 2 devrait vraiment entrer dans ce qu'on appelle la danse des dragons, et ça risque d'être assez dingo. Ok, trop bien, j'ai hâte. Voilà. Donc ça, c'est pour House of the Dragon. On se met des choses un petit peu sous la dent, puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend des nouvelles de House of the Dragon, et là, pour le coup, il se passe beaucoup de choses dans le tournage, et on a beaucoup d'infos de la part des insiders, donc c'est plutôt cool. Pareil, des informations de la part des insiders, c'est du côté de Nintendo pendant la Gamescom, qui s'est retroussé les manches, puisque visiblement, la Switch 2, potentiellement, ou du moins la successeur de la Switch, aurait été présentée durant la Gamescom à certains développeurs triés sur le volet. Exactement, c'est Eurogamer, le site Eurogamer qui le rapporte. Donc lors de la Gamescom, apparemment Nintendo, comme tu l'as dit, aurait dévoilé une démo technique, en tout cas de la Switch 2, qui serait une sorte de version améliorée de Zelda Breath of the Wild, tournant à une fréquence d'image et de résolution supérieure à la Switch numéro 1, celle qu'on connaît actuellement. Et on a aussi un autre magazine, un autre site internet, VGC, qui précise que Nintendo a présenté aussi une démo technique The Matrix Awakens Unreal Engine 5 d'Epic Games, qui lui en fait a été initialement conçu pour la PS5 et la Xbox Series X. Donc voilà, il y a toute une histoire de framerate et de ray tracing derrière tout ça. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais précisons que ça ne veut pas dire que la Switch 2 tournera aussi bien qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X. Ça prouve en tout cas que Nintendo
Nintendo veut aller plus loin au niveau de possibilités techniques de la Switch 2 et qu'on aura sûrement des infos sur cette sortie potentielle d'ici quelques temps. On sait qu'il y a des Nintendo Direct qui se préparent dans les prochaines semaines et d'après les bilans financiers des analystes, Nintendo aurait tout intérêt à sortir la Switch 2 dès 2024. On rappelle que la Switch première du nom est sortie déjà en 2017, en mars 2017, avec Zelda Breath of the Wild. Donc là, on est quand même à 6 ans de la console. Ce serait pas idiot et pas déconnant de la part de Nintendo de sortir une deuxième console. Ce serait logique. On sent d'ailleurs le catalogue qui est un petit peu en train de s'essouffler sur les prochains mois. Donc ce serait tout à fait logique que Nintendo sorte sa nouvelle carte. Et ce serait d'ailleurs plutôt très étonnant de les voir rattraper un petit peu leur retard technologique, puisqu'on sait que Nintendo, souvent, ils sont à la traîne côté techno, mais derrière, il y a les jeux qui envoient. Donc, voilà. Intéressant de les voir utiliser tout ça. On va parler vite fait de Zelda Tears of the Kingdom, puisqu'on a eu une information, il n'y aura pas de DLC pour le jeu. Exactement, c'est dans une interview avec le magazine japonais Famitsu, c'est vraiment le plus gros magazine de jeux vidéo au Japon. Keiji Aonuma, le producteur du jeu, a déclaré « Il n'y a pas de projet pour sortir du contenu supplémentaire cette fois, mais c'est parce que j'ai l'impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer du plaisir dans ce monde. » Donc malgré le succès énorme de Tears of the Kingdom, qui pour rappel s'est vendu à 18,51 millions d'unités en seulement un mois et demi, il n'y aura pas de DLC, contrairement à Breath of the Wild qui lui avait eu droit à un super DLC quelques mois après la sortie. Et je continue là-dessus avec Aonuma qui a laissé entendre que Nintendo pourrait quand même revenir à l'univers Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pour un troisième jeu, puisqu'il a déclaré: si c'est le cas, si c'est une nouvelle raison qui se présente, nous pourrions revenir à ce même monde. Que ce soit une suite ou une nouvelle œuvre, je pense que ce sera un jeu complètement nouveau. Alors j'espère que vous l'attendez avec impatience. Et lui, de son côté, le directeur Hidemaro Fujibayashi, désolé pour mon accent, a ajouté « Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière approfondie. Nous ferons donc de notre mieux pour rendre le prochain jeu encore plus agréable. » Donc voilà, les Japonais aiment quand c'est agréable apparemment. Ils veulent absolument que tout se passe bien quand on joue à un jeu vidéo. Et donc ils peaufinent déjà le troisième volet, en tout cas c'est pas forcément un troisième volet, mais c'est un nouveau jeu Zelda et il n'y aura pas de DLC comme j'ai précisé. Tu penses que Nintendo pourrait revenir au Zelda 2D après Breath of the Wild ou c'est fini tout ça? Tu veux dire comme ceux de l'époque sur NES et sur Super NES? Bah, ils le font de temps en temps quand même avec des remasters, même un remake dans l'idée avec c'était Link's Awakening qui était sorti il y a quelques années, 2019, 2020 dans mes souvenirs. C'est possible. C'était avant le Covid, je crois. Ouais, bah ils font ça, mais ce sera plus des jeux de côté plus qu'une nouvelle aventure inédite comme on avait droit à l'époque. Par pitié, donnez-nous un remaster HD de comment il s'appelle ce jeu, Wind Waker, par pitié. Mais oui, mais je le veux, moi, je le veux ce jeu. À chaque Nintendo Direct, je l'attends. Bon, voilà, on verra. Ok, parlons un petit peu série et grève. Bon, vous savez que toutes les semaines on vous en sert un petit peu la soupe, mais c'est important de parler un peu de ça. Notamment Aaron Paul qui était sur le piquet de grève avec Bryan Cranston, notamment de Breaking Bad. Ils ont parlé un petit peu des revendications de la SAG-AFTRA et notamment du pourquoi ils sont en grève. On a parlé de l'IA, on a parlé des residuals, donc ces paiements résiduels pour chaque rediffusion. Et ben le fait est que Aaron Paul, qui est pourtant le deuxième personnage principal de Breaking Bad, ne touche pas un copec de chacune rediffusion en streaming sur Netflix, alors que pourtant Breaking Bad est un phénomène en réalité sur Netflix. Lui, il touche rien. Et c'est la plupart en fait des grosses séries comme ça, les acteurs ont tous pris la parole pour dire bah moi je touche rien, ça me paraît pas normal. Donc c'est pour ça qu'ils se battent aussi, les acteurs, et il dit que bah lui c'est un peu le moment en fait pour les studios de se sortir un petit peu les doigts et de revenir en fait à quelque chose qui est simplement juste pour tout le monde. Oui, tout à fait. Mais puis bon, précisons que Aaron Paul, il n'a pas besoin des résiduels de Breaking Bad. Lui, il vit très bien sa vie d'acteur, super connu. Mais ça prouve encore une fois qu'ils sont tous là, quoi. Les très connus comme les plus petits sont tous sur les piquets de grève et ils sont tous unis. Et encore une fois, je le dis toutes les semaines depuis maintenant le début de la grève, ça va changer beaucoup de choses à Hollywood, tout ce qui se passe. Et on sent que les studios ne veulent rien lâcher, ça fait peur, et on aura des trucs à dire tout à l'heure là-dessus, notamment côté Warner Bros. C'est assez triste à voir ce qui se passe. On parlera de Warner tout à l'heure, mais voilà, Netflix fait partie des sujets,
Et les streamers en fait ont toujours un petit peu sont passés sous le radar en essayant d'éviter de payer les sommes justes du côté des acteurs, et en l'occurrence, voilà, ça y est, ils en ont marre, et ils ont raison, je pense que c'est le bon moment en fait. Les scénaristes qui sont en grève aussi, ça fait 5 mois déjà que les scénaristes sont en grève, les acteurs ça fait un petit peu moins, ça fait 2 mois presque et demi, mais je pense que là, ils touchent un truc sur lequel ils peuvent pas transiger, et c'est le moment d'arrêter un petit peu les conneries tout simplement. Arrête les conneries, merde. C'est ça. Parlons de One Piece. Vous savez que c'est un petit peu le phénomène du moment sur Netflix, avec des très 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 bons chiffres qui dépasseraient Stranger Things et Wednesday, comme on en a parlé la semaine dernière. On a des informations sur la saison 2. Exactement, la saison 2 qui va en fait pouvoir se tourner au moment où Netflix va déclencher la machine, parce que pour l'instant Netflix n'a toujours pas commandé la saison 2 officiellement, même si tu l'as dit, les chiffres de lancement sont excellents, mais d'après Variety, les producteurs ont déjà finalisé en fait les scénarios de la prochaine saison. C'est Marty Edelstein, le PDG de Tomorrow Studios, qui a déclaré: les scripts de cette éventuelle saison 2 sont d'ores et déjà prêts, et on peut partir en tournage. Donc pour l'instant en fait ils attendent juste que Netflix donne le feu vert, et on pourra directement commencer à voir des images de tournage de cette saison 2 de One Piece. Évidemment, tout a été écrit parce que l'œuvre d'Eiichiro Oda est conséquente, et il y avait de quoi faire. Il y a un matériau monstrueux pour bosser sur cette série, et donc on imagine que les fans trépignent, et moi le premier aussi, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner de cette saison 2. Et puis je précise encore une fois, je continue sur les déclarations à Hollywood. Becky Clements, qui est la présidente de Tomorrow Studio, elle déclare que la production en fait peut se lancer dès que possible, et elle explique que de manière réaliste, on espère pouvoir diffuser la suite d'ici 1 an si nous avancions très rapidement sur le tournage. C'est une possibilité, disons entre 1 an et 18 mois, c'est le délai dans lequel nous estimons que nous pourrions être prêts à revenir à l'antenne avec la saison 2 de One Piece. Voilà. Bon, tout va dépendre évidemment de comment se passent les grèves. Voilà, c'est tout. Ils sont dépendants des grèves, exactement. Exactement, comme beaucoup de productions, c'est tout à fait normal. Parlons de Hayao Miyazaki. Vous savez que son prochain film sort le 1er novembre, comme on vous en a parlé la semaine dernière dans Pop News. Le garçon et le héron, qui devait à une époque être son dernier film, et il se trouve que son producteur, le vice-président du studio Ghibli, a annoncé que visiblement pas tout à fait. Puisque Papy fait de la résistance. Exactement. Hayao Miyazaki est de retour au boulot en ce moment. Il dit qu'il a déjà des idées pour un prochain film, et que il n'est plus tout à fait question de prendre sa retraite. Donc voilà, c'est Junichi Nishioka qui s'est exprimé à ce sujet auprès du micro de CBC durant le festival de Toronto. Et donc, bonne nouvelle, potentiellement, puisque Miyazaki n'en a pas tout à fait terminé, a priori, avec sa filmographie. Donc voilà, Le garçon et le héron, 1er novembre, et potentiellement un nouveau projet d'ici quelques années. Exactement. Un autre projet pour Jonathan Cohen, de salles de ambiance, Hayao Miyazaki puis Jonathan Cohen. On a évidemment c'est ça Pop News, les gars. Vous avez vraiment hein. Et les filles... Non mais voilà, Pop News, c'est une émission où on brasse toute la pop culture. Exactement, sans transition, bonsoir. C'est ça. Bon, La Flamme, le flambeau, c'était très bien, c'était très drôle sur Canal+. Est-ce qu'il y aura une suite, a priori? Alors, peut-être. Ce qui se murmure, en tout cas, Jonathan Cohen, qui est là actuellement en pleine promotion du film Sentinelle, dispo sur Prime Video, et d'ailleurs on vous en parlera en fin d'émission de cette comédie qui vient à peine de sortir. Et donc en pleine promotion, il était au micro de RTL, et il a indiqué qu'il travaillait potentiellement sur une suite de La Flamme et le Flambeau. Je le cite: on travaille sur quelque chose où on va retrouver une partie du casting, on pourrait retrouver un peu la troupe. J'étais en réunion tout à l'heure, on travaille dessus. Oui, c'est le cas. Donc voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On imagine qu'avec le succès énorme qu'a été La Flamme et le Flambeau sur Canal+, évidemment, les patrons de la chaîne ont décidé de donner suite aux aventures débiles et absurdes de Jonathan Cohen. Et en fait, pour les fans, c'est génial. Moi, j'adore La Flamme, un poil moins le Flambeau, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Je suis très curieux de voir quel genre de télé-réalité ils vont pouvoir parodier avec cette suite. Ouais. C'est vrai qu'après le Bachelor et Koh-Lanta, il y en a forcément, hein, mais peut-être des jeux télé, je sais pas, un truc. Peut-être. Ça peut être intéressant à voir.
Voilà, à voir, donc ça sera pas pour tout de suite, mais s'il commence déjà à travailler, moi j'ai hâte de voir ça. Et il est sur, en tout cas c'est Flaubert qui est sur Feuilleman aussi, avec Pierre Ninet Flaubert qui lui avait écrit une bonne partie de La Flamme et du Flambeau, Florent Bernard, et donc voilà, toute cette équipe en ce moment bosse sur des comédies un peu débiles, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Impeccable. On vous l'a prévenu, on vous l'a promis même. Warner Bros a des choses à nous dire en ce moment qui sont pas forcément très agréables au moment de la grève, puisque vous le savez, depuis 5 mois les scénaristes sont en grève et visiblement Warner en a profité pour casser un certain nombre de contrats qu'ils avaient déjà signés, tout simplement, avec certains producteurs et scénaristes de renom, notamment J.J. Abrams, notamment Greg Berlanti, à qui l'on doit notamment Superman et Lois, mais aussi tout le Berlanti Universe de la CW, à savoir The Flash, Arrow, etc., Mindy Kaling, Chuck Lorre, Big Bang Theory, tout ça. C'est un peu étonnant comme façon de faire. C'est-à-dire que, vous êtes en grève ? Désolé. Ouais. On met en pause vos contrats, et c'est quelque chose qui est arrivé d'ailleurs à George R. R. Martin. Pour HBO Max. Tout ça, c'est pas forcément très engageant. Alors ça veut pas dire que Warner va arrêter de travailler avec eux, mais qu'ils ont profité de cette grève pour arrêter un petit peu les frais, quoi. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Enfin, connaissant les studios maintenant, on voit leur vrai visage. Est-ce que c'est si étonnant que ça ? C'est vrai. Non, pas trop. Mais c'est vrai que là, il y a un côté un peu... on vous donne pas trop de choix, quoi. Vous pouvez pas vous défendre, et c'est un peu triste. Après, évidemment, c'est des grands producteurs et des grands créateurs. C'est évident. Mais par contre, ça coupe quand même pas mal de projets, notamment le Superman de J.J. Abrams qui avait l'air intéressant, et plein de petits trucs dont on n'a pas forcément entendu parler, mais qui là, évidemment, sont lettres mortes en fait, quoi, parce que évidemment ils ont coupé les vifs, quoi. Mais bon. Le timing pour ça, entre DC Studios par James Gunn et la fin du contrat avec J.J. Abrams, donc potentiellement le Superman afro-américain qu'on nous promettait depuis des années va potentiellement pas se faire en réalité, voilà, si on lit entre les lignes. Il y a autre chose, une déclaration de David Zaslav, ce bon vieux CEO de Warner Bros. Discovery, qui s'est exprimé au sujet des contenus, enfin des propriétés intellectuelles que détient Warner Bros. Et pour lui, on n'en fait pas assez avec tout ça. Donc pour lui, DC c'est sous-exploité, Harry Potter c'est sous-exploité, et le Seigneur des Anneaux, tout ça c'est sous-exploité. Il faut absolument relancer la machine et en refaire. Donc c'est pour ça que lui, il a lancé ce chantier de 10 ans de DC Studios avec James Gunn et Peter Safran. C'est pour ça qu'il a annoncé en début d'année une série Harry Potter qui durerait une décennie sur HBO Max, et il va certainement nous annoncer d'autres choses du côté du Seigneur des Anneaux, parce que pour lui, un des plus gros bénéfices de sa boîte, c'est tout simplement les propriétés intellectuelles, et pour lui, Warner Bros ne fonctionne jamais aussi bien que quand ces propriétés-là, elles tournent sans arrêt au cinéma, quoi. Bien sûr, ouais. Non, mais l'argent appelle l'argent. Et exactement. Tu sens que le mec, la créativité, c'est pas son délire, quoi. Non. Il préfère plutôt faire plaisir aux actionnaires, hein, mais bon. Ouais, il y a un côté très clinique dans tout ça, mais bon, on commence à connaître. Les déclarations de Bob Iger et de David Zaslav, en général, elles sont toujours à peu près sur la même longueur d'onde. Oui, on commence à connaître. Très bien, bonne nouvelle pour les collectionneurs. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre revient en DVD et en Blu-ray, surtout en Blu-ray, avec une édition collector qui s'annonce gigantesque en fait. Assez incroyable en fait, après la ressortie du film en juillet dernier, qui avait cartonné au cinéma, les gens avaient répondu présent pour la ressortie du film d'Alain Chabat. En fait là, ils ont prévu de sortir un coffret DVD et Blu-ray le 13 décembre prochain, assez conséquent, dans lequel on retrouvera un doc sur la restauration du film en 4K, parce que c'était quand même pas une mince affaire de reprendre tous les assets de l'époque et puis remettre tout ça au goût du jour. Il y aura un commentaire audio, les teasers de l'époque, la pub Cineboost justement qui a permis la restauration du film en 4K, le making of qui s'appelle le Comment qu'on a fait, des scènes inédites, le director's cut évidemment, une affiche du film et surtout un jeu de société. Donc voilà, c'est Alain Chabat régale encore une fois, il sait faire plaisir à ses fans, un peu comme dans le Burger Quiz, il est toujours là pour régaler. Et en parlant de coffret collector,
collector, je vais parler d'un autre coffret qui lui aussi intéressera de nombreux fans. C'est le coffret des 100 films Disney qui vient d'être annoncé. Il s'appelle très exactement le Disney Legacy Animated Film Collection, dans lequel on retrouve 100 films d'animation de Disney, que ce soit Walt Disney ou Pixar. Ils sont tous regroupés dans ce coffret qui est relié en 3 volumes qui se déploie à la manière d'un livre d'histoire. Et donc on retrouvera à l'intérieur des designs d'affiches originales, des codes numériques pour chaque film, ainsi qu'une lithographie du prochain film Disney qui s'appelle Wish. Il y aura un certificat d'authenticité et puis, bon, pourquoi pas, des oreilles de Mickey Mouse en cristal gravées du logo Disney 100. Voilà. Magnifique. Magnifique. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie en France, mais cette collection en édition limitée sera disponible le 14 novembre prochain. Et attention, avec des précommandes qui commencent au tarif de 1500 $. J'allais te faire jouer au juste prix. Bah oui. J'allais te demander combien tu pensais qu'ils allaient vendre ça. Moi, j'étais sur 1000 $. Ouais, mais quand j'ai vu la somme, j'ai fait oh là là, 1500 $, quoi. Et évidemment, ça va partir, il n'y a aucun souci. Mais quand même, un coffret qui regroupe les 100 meilleurs films de Disney, c'est pas tous les jours non plus. Et pour rappel, c'est les 100 ans Disney. C'est pour ça qu'ils font ça. Et là, t'as du Bambi, t'as du Blanche-Neige, t'auras les Toy Story, t'auras tout. Il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez les moyens, je pense que c'est intéressant. J'attends de voir la qualité quand même du produit, parce qu'on l'a vu qu'en image vite fait. Je trouve que c'est du carton-pâte nul, mais en tout cas, c'est quand même un objet de collection. Ouais, bah disons que si tu... Déjà, sans Blu-ray... si tu le mets à 10 balles le Blu-ray, t'arrives déjà à 1000 balles, hein, donc quoi qu'il arrive, bon. Et oublie pas... joli objet en tout cas. Non, joli objet, mais oublie pas les oreilles de Mickey en cristal. C'est hyper important. C'est ça qui fait monter la... collector. C'est ça qui fait monter la note, mais bon. Ah bah c'est sûr. Bon bref, si vous avez les poches longues, n'hésitez pas à investir si ça vous intéresse et que vous êtes un Disney-phile, bien entendu. On va terminer notre section brève avec des petites nouvelles de Beetlejuice 2. Tim Burton a pris la parole à ce sujet auprès de l'Independent au Royaume-Uni. Il a dit en fait que c'est dommage que son tournage se soit arrêté puisqu'il l'avait terminé à 99%. Il leur restait 1 journée et demie de tournage avant de terminer Beetlejuice 2, avant évidemment que les grèves mettent fin à tout ça, donc la grève de la SAG-AFTRA pour le coup, qui fait que forcément le tournage s'est terminé. Ça m'inquiète pas du tout du coup pour le projet, tout simplement parce que quand t'en as terminé 99%, bon, tu peux déjà commencer à travailler sur le montage, ce genre de choses. Oui. Et puis voilà, on connaît un petit peu les productions actuelles, il y a toujours des reshoots, donc cette journée et demie, ils vont très certainement la coller ailleurs à un moment où ce sera opportun. Donc je pense que voilà, le film va pas être tant décalé que ça. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Et je rajoute par-dessus ça une déclaration de Michael Keaton, donc l'acteur principal qui joue Beetlejuice, qui lui s'est dit très heureux de retrouver ce personnage-là. Ça lui a rappelé pourquoi il aime faire du cinéma, parce qu'il a joué avec des animatronics, il a joué avec des gens en costume, etc. Donc voilà, il a retrouvé un plaisir de gamin, c'est ce qu'il a dit dans une interview très récemment. Malheureusement, je n'ai plus la source exacte, mais voilà, il parle du film comme un vrai plaisir, et surtout de retrouver Tim Burton aussi. Bah oui. Ça lui fait grandement plaisir. Bien sûr. Donc Beetlejuice 2, c'est toujours prévu pour la fin de l'année prochaine. De mémoire, je crois que c'est aux alentours de Thanksgiving, octobre-novembre aux États-Unis. Donc on en reparlera d'ici là. Mais avant ça, tu vas nous faire ton point box-office, Adrien. Exactement. Et on va commencer comme d'habitude par parler de Barbie, qui à chaque fois cartonne. Il y en a marre de Barbie, c'est bon. Je sais, mais je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Hein, mais ouais, je pense que c'est pour bientôt quand même. Barbie qui a déjà fait 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, dont 620 millions aux USA. Donc voilà, encore une fois, Barbie est numéro 1 depuis plusieurs mois, depuis cet été. Sera le film indépassable de 2023, je pense. Là, je vois pas d'autres films en fin d'année qui pourraient l'exploser. Bon, on verra bien. Et en France, il a déjà fait 5,5 millions d'entrées. Donc c'est aussi assez énorme. Je passe à Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan, qui lui est à 891 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son 8e week-end, avec 315 millions de dollars récoltés aux États-Unis et 46,8 millions de dollars récoltés en Chine après seulement 2 week-ends. Donc il performe très bien en Chine, ce qui devrait lui permettre de finir autour des 950 millions de dollars. Donc il y a peu de chances qu'il dépasse le milliard, mais sur un coup de bol,
on sait jamais, pourquoi pas quoi. Mais en tout cas, il va le frôler dans tous les cas. Il va frôler le milliard de recettes dans le monde. En France, il a plus 4 millions d'entrées, ce qui est aussi très très bon. Voilà pour Christopher Nolan et Oppenheimer. Et je termine par Blue Beetle, le film de super-héros de DC, qui dans le monde a fait 114 millions de dollars de recettes récoltées, dont 63 millions aux USA, donc la moitié. Bon, le problème c'est que son budget est aux alentours de 100 millions de dollars. Aïe. Et donc c'est un four monumental pour DC, qui est habitué en ce moment, ça va. On en a parlé la semaine dernière. N'hésitez pas à réécouter notre Pop News épisode 17. Tout à fait, DC qui voilà, est abonné au flop. En France, c'est un peu plus de 500 000 entrées. Voilà, c'est pas énorme non plus, c'est même rien du tout pour un film de super-héros. Alors ok, c'est une nouvelle licence, les gens connaissent pas Blue Beetle, mais c'est dur pour le petit scarabée de DC. Voilà, et c'est tout pour mon point box-office. Merci pour ce point box-office, Adrien. On va passer à la suite avec le gros sujet qu'on a choisi cette semaine. En fait, tout simplement, on a vu sortir une enquête de Vulture aux États-Unis qui a exposé tout simplement le concept de Rotten Tomatoes et la facilité avec laquelle il était possible de détourner tout ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que Rotten Tomatoes? C'est un agrégateur de critiques cinéma qui donne du coup une note certifiée frais ou non à chacun des films qui sortent. Donc tout ça, on va voir les dizaines et les dizaines de critiques qui sont sorties autour d'un film, et ensuite on va déterminer si elles sont positives ou négatives, et ensuite on fait la moyenne arithmétique, ce qui donne un pourcentage. À partir de 60%, le film est certifié frais. En dessous, bah, du coup, c'est des tomates pourries, donc c'est pas bon à aller voir. On se doute bien que tout ça, intéresse les studios, puisque tout ce qui permet de faire venir les gens en salle, bah, c'est évidemment important, et tout ce qui les empêche de venir voir un film, ça les embête un petit peu. Ce qui fait que Vulture a découvert qu'il y avait une agence de relations publiques qui était spécialisée dans le fait de détourner un petit peu des notes Rotten Tomatoes, notamment pour des publications de films indépendants. Exactement. Et avait pris l'habitude de payer certains critiques pour qu'ils regardent des films, et soit dit en passant, leur dire, bon, si t'as pas aimé, tu fais pas de critique, si t'as aimé, par contre, on aime bien. C'est ça. Bon, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, voilà, pour donner un exemple en fait assez frappant en fait. Alors déjà, cette société s'appelle Bunker 15, Bunker 15, on va l'appeler Bunker 15, ça sera un peu plus simple si on en reparle dans l'émission. En fait, donc comme tu l'as dit, elle est accusée d'avoir payé en fait des critiques pour augmenter la note de certains films, dont Ophélia avec Daisy Ridley, donc Daisy Ridley qui jouerait dans la nouvelle trilogie Star Wars. Et en fait, après le festival de Sundance, qui est le plus grand festival de films indépendants aux États-Unis, qui révèle en général beaucoup d'acteurs et de réalisateurs, Ophélia, le film, avait une note de 46% sur Rotten Tomatoes. Jusque-là, tu te dis, bon, le film est pas bien, il est pas bon, et ça va être compliqué de le faire vivre. Mais pour contrer les critiques négatives, Bunker 15, en fait, aurait proposé $50 à certains critiques pour évaluer positivement le film. Et en fait, juste après, 8 avis ont été ajoutés à la note du film entre octobre 2018 et janvier 2019, dont 7 étaient positives. Donc en fait, tu te dis, ouais, là, il y a quand même une corrélation, il y a un gros souci, ce qui fait que la note, évidemment, d'Ophélia, le film avec Daisy Ridley, a augmenté, et donc est devenu beaucoup plus frais pour Rotten Tomatoes. De son côté, en fait, Bunker 15 a répondu aux allégations en affirmant qu'ils ont des milliers d'auteurs pour soutenir les sorties de films et que certains peuvent être payés pour évaluer un film. Mais bon, voilà, c'est quand même une défense pas très solide, je trouve. Et de son côté, Rotten Tomatoes a déclaré prendre l'intégrité de ses scores au sérieux et dispose d'une équipe pour surveiller et enquêter sur toute activité suspecte. Voilà, donc l'équipe... Oui. On se demande ce qu'ils font. Je pense qu'ils fermaient les yeux ou voilà, ils étaient au café à ce moment-là. Mais voilà, c'est quand même, ça en dit long sur les agrégateurs de critiques et de notes sur Internet, quoi. Bien sûr. Donc c'est difficile, évidemment. Bon, alors j'imagine qu'il y a effectivement une équipe éditoriale derrière Rotten Tomatoes et qu'ils essaient de faire gaffe. Le problème, c'est que tout ça, ça a lieu ailleurs que sur Rotten Tomatoes. Donc tout ça, les tractations, en fait, bon, bah voilà, c'est comme quand si t'as envie d'acheter un arbitre dans un match de foot, bon, a priori, tu le fais pas devant les caméras sur le terrain de foot. Donc, exactement. Donc voilà, c'est un peu facile. Alors, l'idée, évidemment, c'est que tout ça, c'est que le film Ophélia avait pas été acheté encore par un distributeur, donc c'était important
pour que le film puisse vivre et sortir dans les salles de cinéma. Donc évidemment, si ton film il est jugé tomate pourrie sur Rotten Tomatoes avant d'avoir un distributeur, c'est compliqué probablement de le faire acheter. Donc évidemment, tout ça c'est important pour n'importe quel studio et n'importe quel film, pour pouvoir vivre et pour pouvoir récupérer un petit peu son argent, quoi. Mais est-ce que la fin justifie les moyens ? Et est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que, voilà, il y en a d'autres, on le sait, hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Rotten Tomatoes est devenu, je sais pas si tu l'as précisé, mais pour les États-Unis, pour les Américains, c'est quand même un site de référence quand ils vont voir un film. Hein, donc, on estime, certaines études disent que 33%, donc un tiers des cinéphiles ou des gens qui vont au cinéma en salle aux États-Unis regardent avant d'aller en salle les notes Rotten Tomatoes. Donc c'est un tiers de la réserve d'audience, quoi. C'est énorme. Donc c'est énorme. On n'a pas les mêmes chiffres pour ce qui est Allociné en France, mais on parlera d'Allociné tout à l'heure parce qu'il y a des cas intéressants à mentionner. Mais en l'occurrence, voilà, pour les gens qui sont un peu informés comme nous ou certains de nos auditeurs, j'imagine, ça paraît un petit peu étrange de mettre en lumière ce genre de truc, mais en réalité, le grand public, c'est important ce genre de choses parce que on va pas forcément au cinéma tous les 4 matins et en général quand on va au cinéma on espère prendre du bon temps, quoi. Bien sûr, non mais tu l'as dit, le cinéma en plus coûte de plus en plus cher, peu importe le pays, donc c'est une sortie importante pour des familles, c'est une sortie importante quand on n'a pas trop d'argent, et surtout en ce moment, avec l'inflation, etc. Donc tu fais gaffe. Et si derrière des agrégateurs de contenu, de critiques, de notes te font ça, font un peu, évidemment, mentent, peuvent tuer un film ou le sauver. Mais alors bon, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Et tout est biaisé, tout est truqué, et on sait plus qui croire, quoi. Et on peut même aller plus loin que ça parce que, alors là en l'occurrence c'est très frontal et on voit bien qu'il y a mal donne. Mais c'est aussi tout à fait possible pour une agence de relations publiques d'essayer d'influencer sur la note Rotten Tomatoes de son film, et donc pas spécialement là en l'occurrence c'est pas forcément Bunker 15, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être élargi à beaucoup de studios et de moments de relations presse, tout simplement parce que le moment où tu enlèves l'embargo critique est évidemment extrêmement important. Puisque si tu fais en sorte que toutes les critiques sortent au même moment, ça va tirer dans tous les sens. Donc t'auras ta moyenne arithmétique, on va dire, normale. Mais par contre, si tu invites un certain nombre de personnes qui sont plutôt partiaux à certains de tes films, à un moment, et pas les autres, et du coup, mathématiquement, ta moyenne Rotten Tomatoes va augmenter. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment pour les films de super-héros. On l'a vu récemment avec The Flash. Mais on le voit aussi régulièrement avec les films Marvel. Ça a été le cas notamment cette année avec Ant-Man, où tu invites énormément d'influenceurs, de critiques, on va dire, de sites spécialisés, qui sont pas forcément payés. C'est pas du tout ça le problème. C'est souvent qui connaissent un peu plus et qui sont plus à même d'être positif par rapport à ce genre de choses. Et au-delà de ça, ils ont plus d'acquaintance quand même avec les RP, avec les relations presse. Dans le cas des influenceurs, oui. Je parle des influenceurs, hein, vraiment, voilà. On le sait, tu dis qu'ils sont pas payés, mais entre guillemets, ils sont un peu payés parce que ça leur fait de la visibilité. On leur donne une occasion de se montrer, etc. Tu vois, donc moi... Bon, voilà. Mais les gens sont pas dupes dans l'idée. Les gens ne sont pas dupes, monsieur Thomas. Les gens ne sont pas dupes. Les gens le savent que justement tout ça, ça vaut pas grand-chose. C'est comme quand tu regardes une affiche. Je regardais l'autre fois l'affiche des Tortues Ninja. C'était Fun Combini. Et tu fais là c'est bon, j'y vais quoi. C'est écrit Fun Combini. C'est sûr que là le journaliste il est tip top quoi. Tu vois ces genres de trucs. Les gens, je pense, ça marche plus sur eux. Est-ce que ça a déjà marché? Je sais pas. Mais par contre, le fait de faire passer la critique de cinéma, qui est quand même un bel
belle forme d'écriture. Enfin, moi, j'aime beaucoup la critique de cinéma, même la critique de musique, la critique de jeux vidéo, peu importe, la critique en tant que telle. Moi, je trouve que c'est super cool. Mais par contre, la faire passer juste pour une note et qu'en plus, tu puisses la changer comme ça, comme tu veux, avec des pots de vin, là, ça fait chier. Moi, ça me pose problème, quoi. Bah, c'est évident. Alors, le truc, c'est que la critique cinéma particulièrement a toujours été plus ou moins liée à une note. C'est-à-dire que on pratique beaucoup la notation sur les critiques de cinéma. Vous allez dans n'importe quel magazine spécialisé, les critiques, c'est entre 1 et 5 étoiles. Ou assimilé. Tu vois, tu regardes Télérama, c'est pas des étoiles, mais bon, t'as quand même une note, quoi. C'est plus Elvis, c'est des Pénélope maintenant, je crois, avec Pénélope Bagieux. Je sais plus, c'est ça. Mais tu vois, donc, et c'était, bon, ça n'a rien à voir, mais le jeu vidéo, c'est encore pire. Mais en l'occurrence, il y a toujours eu ce côté, on note un film. Et bon, on pourra critiquer ça ou pas, c'est pas forcément le sujet, mais du coup, de fait, c'est facile pour un agrégateur comme Rotten Tomatoes de dire, bon bah voilà, ce truc, il y a 3 étoiles, donc c'est positif. Mais dans les faits, si tu lis la critique, c'est pas forcément si positif que ça. Non. Donc à quel moment, en fait, Rotten Tomatoes décide que telle critique, elle est positive ou négative, ça c'est un sujet, évidemment. Mais, et donc du coup, voilà, ça c'est évidemment pas évident. Maintenant, du coup, tu peux aussi faire en sorte que sortir certaines phrases de leur contexte et faire en sorte que les critiques elles soient plus validées comme positives ou non. Oui, complètement. Non, mais c'est assez complexe comme sujet. Et puis bon, faut s'y pencher parce que c'est tout un système derrière. Il y a vraiment un site qui cartonne, Rotten Tomatoes. En France, tu l'as dit, on a Allociné, on a Sens Critique aussi qui est présente, etc. J'ai envie qu'on arrive sur Allociné parce qu'on a aussi un gros morceau. Juste avant, vas-y. Avant que tu le lances sur Allociné, faut juste préciser que Rotten Tomatoes appartient à Fandango, qui est le plus grand vendeur de tickets aux États-Unis, de billets de cinéma aux États-Unis. Et donc évidemment, mathématiquement, alors ça a été fait de façon subtile, mais depuis le rachat, en réalité, les notes Rotten Tomatoes ont tendance à plutôt augmenter. Parce qu'évidemment, cette note, elle est mise en avant sur le site de Fandango. Évidemment, Fandango, son objectif, c'est de vendre des billets. Donc si les notes sont pourries, ça leur va pas. Donc forcément, voilà. Donc maintenant, parlons un petit peu Allociné. Attends, et juste avant de parler d'Allociné, j'ai envie de parler d'une anecdote. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu te rappelles du film Legends avec Tom Hardy? Oui, j'y ai pensé, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure. Non, mais voilà, parce que je parlais d'affiche tout à l'heure, je reparle d'affiche. L'affiche de Legends, alors c'était sûrement une affiche anglaise ou américaine sur laquelle en fait on voyait Tom Hardy qui joue 2 jumeaux en fait dans le film. Oui. Sur l'affiche, on le voit donc voilà face à la caméra quoi. Et il y a plein d'étoiles qui apparaissent tout autour de l'affiche sur lesquelles on voit écrit Empire Magazine, c'est un film génial, bref, plein d'étoiles partout. Et donc en général, c'est 4-5 étoiles. Et en fait, au milieu du film, au milieu de l'affiche, il y a The Guardian qui dit genre c'est un film très cool ou un truc comme ça, je sais plus, ou excellent quoi. Mais on voit que 3 étoiles. Et on se dit, bah ouais, mais. Je crois que c'est que 2 étoiles, voilà. Et le reste est caché par Tom Hardy, en fait. Et tu te dis, ouais, mais bon, s'il y a plein d'étoiles partout, c'est-à-dire que ça doit être 5 étoiles, c'est génial, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, non, c'est vraiment que 2 étoiles. C'est vraiment littéralement que 2 étoiles, mais en fait, les gens du marketing ont été si malins qu'ils ont mis Tom Hardy devant ces 2 étoiles, ce qui fait qu'en fait, on croit que c'est plus d'étoiles. Et c'est là où tu te dis, le génie du marketing va parfois. Et le marketing, c'est aussi de la filouterie, hein. Ah bien sûr, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, mais c'est vrai que l'objectif c'est de te vendre quelque chose. Donc peu importe les manières qui sont employées, alors maintenant on arrive quand même à des tricheries. Là c'est autre chose. Donc parlons d'Allociné, parce que donc Rotten Tomatoes c'est l'agrégateur, on va dire mondial, américain mais mondial. Dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, il y a IMDb. Et IMDb, il y a un pendant français, c'est Allociné. Allociné qui agrège lui aussi 2 notes sur 5, enfin entre 0 et 5 en l'occurrence. C'est la note critique et la note publique. Exactement. Et là, pour le coup, il y a eu des tricheries, ou du moins des suppositions de tricherie. Voilà. En tout cas, des probabilités
de tricherie là-dessus chez Allociné, tel que nous l'a dit Check News, donc qui est le service factuel de Libération, qui a répondu c'est au moment de la sortie d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Qu'on vous invite à écouter notre podcast justement sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui. Là, on était très salés à l'époque. Un très bon podcast, bien entendu, sorti en début d'année 2023, je pense que vous apprécierez. Et donc en fait, ils se sont rendus compte, ils sont allés vérifier, est-ce que Astérix, notamment, a bénéficié de notes qui tiraient vers le haut la note publique, parce que tu peux pas vraiment tirer vers le haut la note critique, encore que il y a un certain nombre de critiques qui ne mettent pas de notes, mais Allociné les transfère en notes de 1 à 5, donc pareil, ça aussi c'est très subjectif. C'est très subjectif. Voilà, mais en l'occurrence, la note publique est très importante en France, puisque c'est souvent elle qui détermine si quelqu'un va aller voir un film ou pas. Ouais. Et en l'occurrence, celle d'Astérix, c'était assez élevée. Elle était à moins de 2, mais disons que le jour de la sortie, elle est passée de 1,3 à 1,8. Oui. Ce qui est énorme, hein, quand on y pense. Hein. Ce qui est énorme. Oui. Sur des milliers de notes, c'est beaucoup. Oui. Donc Check News est allé vérifier et s'est rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de comptes très très récents qui avaient été créés le jour même de la sortie d'Astérix, et tous avaient donné une note de 5 étoiles. C'est marrant ça. C'est étrange. Et oui, non mais ouais, c'est ça, tu l'as dit, il y a eu énormément de comptes des primo-commentateurs, voilà, comme les appellent les gens de Check News. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces comptes n'ont commenté aucun autre film sur la plateforme avant de commenter et de noter Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et presque la moitié d'entre eux se sont inscrits sur Allociné à partir du 1er février, qui est la date officielle de la sortie du film. Et en fait, Check News a comparé avec d'autres films, évidemment, et ils ont comparé notamment avec Babylone, qui venait de sortir aussi au même moment, et ils se sont rendus compte que plus de 4 noteurs sur 5 de Babylone avaient laissé au moins un autre commentaire sur Allociné. Donc Babylone, lui, n'avait pas subi ce traitement un peu bizarre de on rajoute des notes un peu étranges à un film qui vient de sortir, voilà. Ils vont la plupart sans commentaire d'ailleurs. Et la plupart sans commentaire, évidemment, c'était juste des notes un peu artificielles de on aime, et puis basta, quoi. Et Check News est allé un peu plus loin. En fait, ils ont interrogé 2 spécialistes du marketing en ligne et qui ont suggéré en fait que les faux commentaires pourraient venir d'une stratégie marketing, tout simplement. Donc des petits filous, comme Thomas les appelle. Et en fait, Allociné, de son côté, a mis en place des mesures pour identifier et gérer les faux avis, notamment en pondérant les notes et en fonction de la crédibilité des utilisateurs. Un peu ce qu'on a dit sur Rotten Tomatoes. Voilà, on se cache les yeux avec nos doigts, mais en fait on regarde pas trop, et en fait on sait que ça existe, mais voilà, c'est pas très classe. On sait que c'est ça, on sait que c'est de cette façon-là que c'est fait. Là, pour Astérix, en fait, c'était gros, quoi. Disons que ça se voyait. C'était grossier. C'était grossier parce qu'en fait, la communication, pour ceux qui s'en rappellent, la communication était énorme autour d'Astérix. Canet, Lelouch, tout le monde était invité partout sur les radios, sur les télés. C'était le film qui allait sauver le cinéma français, parce que s'il se plantait... Ça devait être le film de l'année, le film français de l'année, ça devait être. Voilà, exactement. Donc bon, too much, trop gros, le résultat est horrible. C'est subjectif, mais nous on a détesté, c'est quand même une daube infâme, Astérix et Obélix, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, l'Empire du Milieu, merci, mais bref, et donc évidemment il était attendu au tournant, et donc c'est pour ça en fait que tous les regards étaient braqués sur les critiques et sur les notes du public, et en fait ça s'est vu, quoi. C'est-à-dire qu'un petit film indépendant comme Ophélia avec Daisy Ridley, ça se voit, mais ça se voit pas trop, quoi. Et donc lui, là ça se voyait, quoi. C'était compliqué. Et il se trouve que bon, il y a une boîte de communication qui est impliquée en fait en France avec 2 films qui ont été justement un peu surnotés, voire beaucoup surnotés avec sur Allociné, puisque Astérix est un exemple, mais il y a aussi Vaincre ou Mourir, qui est, pour rappel, un film produit par le Puy du Fou, qui est un petit peu apprécié par une certaine frange de la société qui est un peu étonnante, mais et il se trouve que... Ça a viré politique, cette histoire, ça a viré politique, je te le dis. Les 2 étaient gérés par la même agence de communication. Ouais. Et il se trouve que donc Allociné a mis en place les garde-fous qu'ils ont annoncés, puisque précédemment, il y avait déjà eu des cas
de grosses problématiques de notation sur Allociné, avec notamment les aventures d'Aladin. Avec Kev Adams. Kev Adams. Incroyable film. Incroyable film. Pareil, tout ça, c'était... il y avait une grosse problématique autour des critiques, et justement, ça avait forcé Allociné à revoir un petit peu leur copie sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en place notre note publique. Et donc, eux, maintenant, ils disent que c'est un algorithme qui met en place la moyenne de la note publique, et donc qui est censé pouvoir gérer le fait qu'il comprend que c'est un nouveau primo-commentaire, et donc cette note a moins d'importance. Ouais. Dans les faits, les algorithmes, en dehors des gens qui sont à l'intérieur, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc c'est tout aussi opaque que ça ne l'était avant. Mais oui, voilà. En fait, c'est qu'ils nous font croire qu'ils ont mis des garde-fous supplémentaires, mais très honnêtement, je vois pas vraiment comment ils peuvent surveiller ça. Si c'est des trucs de masse, en plus, c'est très compliqué. Ouais. Mais bon, ouais. Et puis bon, on va rappeler, je déteste pas du tout Allociné, mais on va rappeler quand même que le cœur maintenant des budgets d'Allociné, c'est le sponsoring. Le brand content, tout ça, ouais. Vous le voyez à chaque fois que vous visitez le site Allociné, il y a toujours un film chaque semaine qui est sponsorisé dans la barre de recherche. Mais ailleurs aussi, hein. Et tout ça... Allez sur jeuxvideo.com qui fait partie de Webedia, parce qu'Allociné c'est Webedia, la maison mère, mais jeuxvideo.com c'est un enfer. Hein, c'est plus un site de jeux vidéo, c'est un site de vente de chaises gaming et de clavier, quoi. Donc du coup, ça montre bien que, bon, le problème c'est que le concept, du coup, est dévoyé. Parce qu'à partir du moment où tu vends des espaces publicitaires aussi énormes à des films, tu peux aussi potentiellement vendre une note qui est pas dégueulasse, quoi. Voilà. Donc bon, c'est toujours compliqué, et c'est pour ça que Rotten Tomatoes a ses problèmes en ce moment, Allociné les a eu, et du coup on perd le sens de la notation, qui était un truc, bon, positif ou négatif, c'est vous qui voyez, mais qui à une époque, du coup, n'avait pas ce genre de problème, et maintenant même ça perd de son sens. Ouais, complètement. Et puis, ça rappelle l'objet critique en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres un magazine, admettons Première ou Studio Ciné Live, etc. Tu lis une critique, tu te dis, bah là, l'auteur ou l'autrice n'est pas vraiment fan du film, puis tu vois un 3 sur 5. Tu fais, bah attends, c'est quand même énorme 3 sur 5, alors que pendant toute la critique que j'ai lue, qui fait quand même une page entière dans le magazine, on me dit que c'est sympathique, mais pas top. Et en fait, c'est là où c'est très subjectif aussi, la façon de voir et de lire et de comprendre une critique. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de lire une critique en entier, d'écouter une critique ou de voir une critique sur YouTube, et de se faire son propre avis. Ça prend évidemment plus de temps, malheureusement, mais on nous prémâche pas le travail et on nous ment pas, parce qu'il y a ce risque-là dont on a parlé évidemment, de nous mentir et de nous faire passer un film génial pour un film nul ou l'inverse. Exactement. Donc comme d'habitude, faites attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention quand vous voyez des informations sur Internet, évidemment, tout particulièrement quand ça fait l'objet d'une communication marketing officielle d'un studio, quand on met en avant une note Rotten Tomatoes ou une note Allociné. Bon, ça veut tout et rien dire en réalité, et moi ce que je conseille, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte de savoir quelles sont les critiques de cinéma qui vous ressemblent, qui ont souvent les mêmes avis que vous, et aller les revoir, en fait, parler des films qui vous intéressent, tout ça. Mais ouais, mais il y a là par exemple deux mecs, pour pas les citer, Thomas et Adrien, qui parlent de cinéma de temps en temps, tu vois, voilà. Là je crois qu'en ce moment ils ont plus focalisé sur une émission de news chaque semaine, mais je pense que voilà, ils ont quand même au moins 40 épisodes de critiques derrière eux à écouter, ça s'appelle Pop Tier. Moi je dis n'hésitez pas à les écouter. Je sais pas ce que t'en penses, mais après... écoute, ça me semble être une riche idée en tout cas. Je crois que c'est les meilleurs dans le milieu en ce moment, là on les aime bien, quoi. Mais bon, faites ce que vous voulez. On appelle ça ne pas avoir le melon, tout simplement. Allez, c'est la fin de notre grosse discussion de la semaine, on en reparlera peut-être un jour, s'il y a d'autres développements. Ouais. Mais en attendant, on va faire le radar des sorties de la semaine. On va commencer comme d'habitude par les sorties salles. La première que je voulais noter, c'est Le Livre des Solutions, le nouveau film écrit et réalisé par Michel Gondry, avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Le concept, c'est un jeune cinéaste qui a du mal à terminer son film et qui va un petit peu se mettre dans une maison de campagne, et il va se dire, je vais écrire le livre des solutions, c'est un petit peu des tutos pour... voilà, et bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Ça, c'est ce qu'on va voir.
Toujours le 13, donc ça c'est le 13 septembre. Le 13 septembre également, on a une sortie d'importance. C'est le nouveau Hercule Poirot, après Le Crime de l'Orient Express, après Mort sur le Nil. Voici Mystère à Venise de Kenneth Branagh. Moi, j'avais pas trop aimé les deux films précédents. J'ai vu que le premier, j'avais pas spécialement aimé non plus. Donc bon, voilà, c'est compliqué de dépasser un petit peu les précédents films de Hercule Poirot. Moi, j'en ai beaucoup regardé à une époque. Ouais. Et voilà, donc Mystère à Venise, pourquoi pas. En tout cas, c'est le deuxième film qui se passe à Venise après Mission Impossible cette année. Donc à voir ce que ça va donner. Ça sort du coup le 13 septembre cette semaine. Du côté du streaming, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. C'est pas vraiment de la pop culture, mais je voulais le noter. C'est une série biopic autour de Bernard Tapie sur Netflix qui sort le 13 septembre, portée par Laurent Lafitte qui, pour le coup, a l'air de pas mal ressembler à cette personnalité politique, mais aussi sportive, controversée en France. Donc à voir ce qu'ils vont nous avoir fait. Et chanteur aussi, j'ai entendu une interview, on oublie, mais Bernard Tapie a été chanteur, et donc voilà, petite anecdote. Petite anecdote. Oui, je sais, désolé. Voilà. Non, si c'est ça, chanteur. Non, c'est pour ça, parce qu'ils le mettent dans la série apparemment. Il a battu Michel Polnareff à l'équivalent de The Voice dans les années 60-70. Ouais. Oh là là, voilà. Mais tu nous spoil la série en fait, ça y est. C'est les premières minutes apparemment. Oui, ils l'ont spoilé sur France Inter. Hein, voilà, désolé. Mais bref. Voilà. Mais ça a l'air cool. Je suis chaud pour Tapie. Bah écoute, tu nous en parleras peut-être quand tu l'auras regardé. Me connaissant, je vais mater la série. 13 septembre du coup sur Netflix. Également 13 septembre, mais cette fois sur Apple TV+, c'est la saison 3 de The Morning Show, cette fameuse série qui est campée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. C'est autour d'un plateau de télé en fait. C'est le télématin américain. Ouais, c'est ça, le télématin américain, donc c'est un peu le Good Morning America, mais version Apple TV+, et évidemment beaucoup de problématiques dans les coulisses et de jalousie entre les différents acteurs de tout ça. Je sais que tu me l'avais beaucoup recommandé, j'ai toujours pas regardé, mais la saison 3 arrive sur Apple TV+, donc via Canal en France notamment, ou directement avec votre abonnement à Apple TV+. Ouais. La saison 1 de Rictus arrive sur OCS le 14 septembre, c'est campé par Fred Testo, et le concept de cette série un peu loufoque, c'est que on n'a plus le droit de rire. Et le monsieur, en fait, enfin le personnage qui est campé par Fred Testo fait rire les gens malgré lui. Et donc la police du rire va venir essayer de le choper, quoi. Donc c'est le pitch, incroyable. Le pitch est rigolo. Ouais. Donc voilà, c'est sur OCS pour les gens qui sont toujours abonnés. Et côté, ils sont pas nombreux. C'est ça. Ils sont pas malheureusement. Nombreux, mais je le mentionne quand même pour eux. Les sorties SVOD, donc via Canal, donc on en parlait tout à l'heure, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sera disponible sur Canal+ à partir du 15 septembre. Je vous confère à notre épisode de Pop Tier qui lui est dédié, on nous en a dit des nouvelles, donc n'hésitez pas à aller regarder le film et à nous écouter en parler juste après. Ça devrait être un visionnage et un écoutage très, très apprécié, je pense. Ouais, je pense. Vous pouvez faire la même chose avec notre épisode sur The Fabelmans, puisque The Fabelmans de Steven Spielberg, qui est un des films qu'on a le plus apprécié cette année pour le coup, arrive le 17 septembre sur Canal+, en SVOD. Une lettre d'amour au cinéma par Steven Spielberg, mais aussi une lettre d'amour à ses parents. C'est un film très personnel et qu'on a, nous, vraiment beaucoup apprécié. Et on n'est pas les seuls, hein, pour le coup. Côté sortie jeux vidéo, je vous en note 2. Vous avez la sortie d'accès anticipé de Dune Spice Wars, qui est un jeu exclusif PC, qui est un jeu de stratégie dans l'univers de Dune. Ça sort le 14 septembre, c'est déjà disponible en accès anticipé, mais là ça sort d'accès anticipé, donc le jeu est dans sa forme officielle. Dune, les guerres des épices. Exactement. En français. Et le 15 septembre, vous avez un remaster pour les gens qui apprécient les RPG japonais. C'est Baten Kaitos 1 et 2 Remastered HD. Alors il faut savoir que moi, la petite histoire, c'est que ce jeu, j'ai toujours voulu l'avoir sur GameCube, Nintendo GameCube, et j'ai jamais pu l'avoir parce qu'à l'époque, il coûtait extrêmement cher. Et voilà, les deux sortent désormais sur Switch. En version HD, le 15 septembre. Donc est-ce que je vais craquer, est-ce que je vais pas craquer? Mais craque. On verra. Oui. Voilà, c'est la fin du radar des sorties pour la semaine. On va passer aux recommandations. Allons-y. On va commencer avec toi, Adrien, puisque tu as regardé Sentinelle, qui était dans mon radar des sorties la semaine dernière. C'est le film campé par Jonathan Cohen. Flic le jour, chanteur la nuit.
Chanteur le jour aussi. Hein. Alors, ouais, François Sentinelle de son prénom est flic à La Réunion. Et en fait, il est meilleur non, il est pas meilleur chanteur que flic, il est nul dans les deux. C'est compliqué, les capitaines de police, ils tombent en fait dans une affaire d'enlèvement. Et comme c'est un débile profond, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Il va y avoir des gags à foison. Et le problème de ce film, c'est que Jonathan Cohen, et on lui donne carte blanche, et des fois c'est incroyable. Et ouais, le problème de Cohen, c'est qu'il faut le cadrer, et pour l'instant, très peu de réalisateurs ont réussi à le cadrer, sauf peut-être dans Énorme avec Marina Foïs, sauf peut-être même dans Family Business, où il tient des fois un rôle un peu différent, et là en fait il est vraiment en roue libre totale. Et donc, si on déteste Jonathan Cohen, on va détester ce film-là, c'est évident. Mais si on aime bien Jonathan Cohen, soit on va se marrer à fond, soit comme moi, il y a des trucs où on va être blasé, on va faire ouais, ok. Et des fois, on va exploser de rire sur une vanne de l'espace, mais qui va durer peut-être 5 secondes, mais qui est incroyable. Donc en fait, le film oscille tout le temps entre c'est pas très très bon, c'est filmé, c'est pas fou non plus, voilà, niveau mise en scène, il tente des trucs, mais c'est pas non plus une vraie folie. Mais des fois, il y a des vannes qui fusent. Il y a une séquence qui me fait mourir de rire où, dans le film, alors je précise aussi que Jonathan Cohen joue en duo avec Raphaël Quenard. Et Raphaël Quenard, c'est Yannick dans le dernier Mister Oiseau, Dupieux, donc Quentin Dupieux. Donc Yannick, allez le voir, hein. Yannick, c'est incroyable comme film. Genre, c'est vraiment l'un des films les plus drôles que j'ai vu ces derniers mois. Et Raphaël Quenard, et il est stratosphérique dans Yannick. Et donc là, il est très très bon aussi avec Jonathan Cohen. Et donc il y a une séquence dans laquelle Jonathan Cohen fait semblant d'appeler quelqu'un parce que Raphaël Quenard lui demande de le faire. Ils sont tous les deux ensemble et Cohen fait oui, allô, oui, c'est moi. Non, mais faut pas faire ça. Oui, voilà. Il le dit très vite. Et là, Quenard lui fait non, mais là, vous avez pas mis assez de pause là. Là, non, mais en fait, je sais que c'est un faux appel. Vous avez pas mis assez de pause. Et tu fais oh non et tout. Oh non, ok. Donc il rappelle, il fait oui, bonjour. Oui, c'est moi. Genre, voilà. Il met beaucoup trop de pauses en fait dans ces trucs et l'autre fait non, c'est un faux appel aussi. Et en fait, ça dure tellement longtemps, mais c'est une idée de génie en fait. C'est une idée de timing comique qui sur moi fonctionne très bien. Mais j'avoue que les 3/4 du temps, c'est moyen, quoi. C'est poussif un peu. C'est un peu poussif, quoi. Mais Cohen, il est incroyablement drôle, ce type. Enfin, c'est assez fou, quand même, de cette énergie qu'il a, quoi. Voilà. Et de toute façon, ça passe ou ça casse, hein, ce genre de truc. Ouais, tout à fait. Donc c'est disponible sur Prime Video, pour les gens qui sont intéressés. C'est ça, et je termine juste en disant vite fait que ça ressemble un peu à Hot Shots. Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. Ce genre de trucs où c'est loufoque et ça part un peu en gag débile mais pas assez poussé non plus, quoi. Des fois ça revient trop à la réalité, donc c'est un peu chiant aussi. Bon, voilà. Ouais. Je suis en train de me dire que du coup, la vignette de cette vidéo extrait sur YouTube, ça va être la tronche de Jonathan Cohen et les personnages de Baldur's Gate 3. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Faites-vous un jet de dés pour chanter sur l'île de la Réunion, tu vas faire ça. C'est donc ma reco de la semaine. Je vous en ai parlé la semaine dernière, puisque c'était dans le radar des sorties. C'est sorti sur PS5 la semaine dernière. C'est sorti sur PC au début du mois d'août dernier. Qu'est-ce que c'est que Baldur's Gate 3 ? Alors évidemment, c'est la suite de Baldur's Gate 1 et 2. Bon, c'est pas du tout nécessaire d'avoir joué à Baldur's Gate 1 et 2 pour pouvoir profiter de Baldur's Gate 3. D'ailleurs, c'est pas du tout développé par les mêmes personnes. Qu'est-ce que c'est ? C'est un RPG, un jeu de rôle qui se joue sur ordinateur ou maintenant sur PS5 et bientôt sur Xbox avec une manette. Et l'idée, c'est que vous contrôlez des personnages et dans un univers de fantasy. Donc c'est assez classique, hein. Vous êtes possédé par une entité un petit peu étrange et vous devez essayer de vous en départir. Et vous rencontrez un certain nombre de personnages autour de vous qui vont beaucoup interagir avec le personnage principal dans un univers de fantasy, celui de Donjons et Dragons, dans les Royaumes Oubliés, qui est le setting, on va dire, le plus connu de Donjons et Dragons. C'est vraiment super bien. Pour la faire courte,
parce que c'est vraiment une introduction parfaite au monde de Donjons et Dragons et aux mécaniques de jeu de Donjons et Dragons, puisqu'en réalité c'est un jeu Donjons et Dragons où vous pouvez choisir la classe de personnage, l'espèce du personnage, exactement comme vous le feriez dans un jeu de rôle, on va dire papier. C'est le meilleur moyen, je trouve, pour s'introduire à tout ça et comprendre un petit peu les mécaniques du jeu. Il y a un nombre de choix qui est absolument dingue et qui ont tous des conséquences sur le monde du jeu. Donc il y a des choix qui sont très nets, mais il y a aussi des choix sur vos relations avec les personnages, puisqu'on peut romancer à peu près tous les personnages qui sont autour de vous. C'est un jeu qui est très assoiffé de relations charnelles, parfois. C'est un jeu... T'as l'impression que c'est le RPG parfait, en fait. Ok. Tout le monde dit ça, hein. C'est fou. Ouais. Ouais, alors moi de ce que j'ai lu, les 2 premiers actes sont parfaits et le 3e acte manque peut-être un petit peu de finition. C'est un jeu qui est très long, qui vous faudra facile 80-100 heures pour le terminer. Ah ouais, et surtout avec de la rejouabilité, j'imagine en plus. Si énormément tu peux faire de rejouabilité parce qu'en fait, à chaque fois que tu relances, t'as envie de relancer avec un nouveau personnage. Et tu crois qu'il y a des fins différentes Ouais, il y a énormément de fins différentes. D'accord. Et puis, selon comment tu joues ton personnage, t'auras pas du tout les mêmes choix et les mêmes possibilités. Moi, typiquement, mon personnage, c'est une barde. Et elle a des choix de dialogue qui sont spécifiques au barde, qui sont aussi spécifiques à son espèce. Et tu as une façon, évidemment, de jouer en fonction des caractéristiques de ton personnage. Si ton personnage est très éloquent, il va avoir des possibilités de dialogue qui sont tout à fait différentes de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Donc vraiment, c'est passionnant. Je veux mentionner un truc particulier, c'est que tout est doublé en anglais, tout est sous-titré et c'est très très bien traduit, mais il n'y a pas de VF. D'accord. Donc pour les gens qui préféraient de la VF, il n'y en a pas et je doute qu'il y en aura. Mais c'est extrêmement bien joué et toutes les séquences de dialogue ont été capturées en motion capture. Donc là où c'est souvent un petit peu robotique, et ben c'est très vivant en réalité. Les personnages réagissent vraiment à ce qui se passe et c'est vraiment super. Je voulais noter les combats. C'est ce que j'allais te demander, voilà. Est assez relevé. C'est pas toujours évident. Moi, ça m'arrive parfois de me faire absolument défoncer et de recharger la partie parce que en fait, il se passe des trucs, quoi. Donc, t'as des interactions entre les éléments. Ça, c'est typique de Divinity Original Sin, qui est les précédents jeux de l'Ariane Studio, le développeur. Donc, typiquement, si tu balances un éclair alors que ton adversaire il est dans une flaque d'eau, bah, ça va lui faire plus mal, tu vois. Bien sûr. Si tu balances une boule de feu alors qu'il est dans l'huile, il va s'embraser plus facilement. Voilà. Mais juste une question un peu technique, mais au niveau des jets de dés, parce que c'est un jeu de rôle où tu joues le jet en dés. Est-ce que ça marche aussi pour les combats ou c'est des combats un peu à part c'est toujours du jet de dés aussi pour les combats? En fait, les jets de dés, ils sont exprimés par des pourcentages. Ils vont te dire si tu veux essayer de tirer sur tel truc, tu auras 60% de chance de le toucher. Donc tu vas pas jeter un dé à chaque fois que tu fais une action pendant le combat. En revanche, dès qu'il y a une action importante hors combat qui nécessite un jet de dés avec un degré de difficulté, typiquement pour ouvrir une porte qui est verrouillée ou un coffre, il va te dire bon bah voilà, il faut que tu jettes un dé 20. Donc tu vas cliquer dessus, il y a une petite animation qui est très cool pour la déterminer, et il va te dire le degré de difficulté c'est 15. D'accord. C'est un degré de difficulté pas forcément évident. Et donc si tu fais 15 ou plus, et bah, tu ouvres ton coffre ou ta porte, et c'est parti. Et si tu n'y arrives pas, tu peux aussi essayer de varier, tu peux changer de personnage pour voir si lui il n'a pas plus de chances de le faire. Etc. Ou lui ajouter des bonus en fonction des situations. Donc vraiment, c'est un petit peu la simulation ultime de ce que c'est qu'un jeu vidéo Donjons et Dragons. Et pour les gens qui sont intéressés, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Et pour les gens qui ont déjà joué et qui ont adoré, moi je ne peux que vous recommander d'aller checker une association de jeux de rôle par chez vous ou de vous y mettre avec vos potes parce que c'est super bien, quoi. Donc vraiment Baldur's Gate 3 c'est un énorme oui pour moi et il y a moyen que il soit sur beaucoup de listes du Game of the Year pour beaucoup de gens d'ici la fin de l'année. Je sais que moi ça sera mon cas avec certains autres jeux, mais je pense que celui-ci c'est probablement celui qui va remporter la timbale cette année. Ok. Voilà. On va terminer vite fait avec un autre jeu vidéo, parce que tu voulais nous parler de Apex Legends. Ouais, carrément, je vais aller assez vite, hein. Je reparle d'un jeu vidéo, donc Apex Legends, qui là en fait a eu droit à ses championnats du monde en Angleterre.
donc, qui continue donc de très bien vivre. Apex Legends, qui est un Battle Royale, donc l'équivalent de Fortnite ou Warzone Call of Duty, qui est sorti en 2019 et en fait qui tient toujours très très bien la route. C'est développé par Respawn Entertainment, qui ont fait une partie en tout cas de l'équipe de Respawn a fait Jedi Fallen Order ou Jedi Survivor là, qui est sorti il y a pas longtemps, et c'est la suite indirecte de Titanfall, une grande franchise quand même du jeu vidéo, qui a eu le droit à 2 opus, mal aimé le deuxième opus et qui quand même reprend un peu du galon ces derniers temps, mais qui est vachement bien. Et donc Apex Legends, c'est le mix parfait du jeu Battle Royale avec un jeu de tir un peu nerveux comme Counter-Strike, avec des trucs de pouvoir comme avait fait Overwatch chez Blizzard, etc. Et donc moi je passe énormément de temps dessus, c'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu-là. C'est vraiment du tryhard, hein, on va pas se mentir, c'est très dur, et le jeu devient de plus en plus dur. Je trouve que pour les néophytes, ceux qui débarquent, c'est très compliqué de débarquer sur Apex Legends. C'est difficile de se lancer, ouais. C'est très difficile, je suis content d'avoir pris le train à temps. Ou pas content parce que j'ai trop d'heures dessus, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui connaissent pas, jetez un œil à Apex Legends, et c'est intéressant de voir que c'est quand même un Battle Royale qui tient face aux autres. Fortnite est en train de mourir, ou quasiment mort, je trouve. Warzone, c'est pareil, c'est joué, mais c'est pas non plus incroyable. Et Apex, il y a vraiment un regain quand même, je trouve, d'intérêt autour de ce jeu-là, qui quand même maintenant a 4 ans. C'est pas déconnant, et voilà, c'était ma petite reco. Voilà, la petite reco qu'on apprécie. Tout à fait. Bah merci. Et c'est dispo sur toutes les plateformes, hein, vraiment, même jusqu'à la Switch. Jusqu'à la Switch. Hein, donc, je crois que c'est même disponible sur mobile désormais. C'est disponible, ouais, sur mobile. Donc, non, c'est plus disponible sur mobile. Il avait sorti, je crois que ça avait pas assez marché, ouais. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci. C'était les recos de la semaine. Donc on a une semi-reco avec Sentinel, on a 2 grosses recos avec Baldur's Gate 3 et Apex Legends. On verra la semaine prochaine notre récolte, notre moisson de recos ou pas. Mais c'est la fin de cet épisode 18 de Pop News. Merci à tous de l'avoir écouté, que ce soit dans vos plateformes de podcast ou bien sur YouTube, sur Dailymotion en format long. Rappel évidemment que sur YouTube, sur Dailymotion, vous avez les vidéos extraits de toutes ces émissions là, qui sont disponibles du coup à partir du mercredi. Vous avez aussi les brèves qui sont découpées en format verticaux sur YouTube, dans les shorts, et sur TikTok, sur Instagram également. Et puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, à savoir TikTok, Facebook, Instagram, tout ça. Et puis n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous, c'est très important. Si vous appréciez et que vous êtes toujours là en train de nous écouter, c'est probablement que vous avez plutôt apprécié cet épisode, donc allez-y, parlez-en. Le bouche à oreille, on apprécie. Et puis, comme ça, c'est pas exactement les notes de Rotten Tomatoes et d'Allociné. N'oubliez pas les petites étoiles, bien sûr, on apprécie. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, la semaine prochaine, lundi 20h30 sur Twitch, et puis à partir de mercredi pour la rediffusion sur toutes les plateformes. Dans vos oreilles, exactement. Allez, salut tout le monde, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.